L'horloge tourne en Iran. Sommes-nous en train de compter les jours avant de relancer la guerre qui a commencé le 28 février? Rappelez-vous, on a d'abord mené une quarantaine de jours d'un conflit très intense, puis il y a eu un cessez-le-feu, une pause, appelez ça comme vous voulez, avec toutes sortes de justifications avancées. Mais depuis plusieurs semaines maintenant, on vit dans cette période où l'on espérait pouvoir en profiter pour trouver un moyen, quel qu'il soit, d'aboutir à un accord négocié qui mettrait fin à la guerre. Et aujourd'hui, il semble qu'on soit peut-être à nouveau sur le point de la relancer. Le président Trump a déclaré hier, à propos de l'Iran, « Le temps leur est compté. Il ferait mieux d'agir vite, sinon il ne restera plus rien d'eux. » Le temps presse. Aujourd'hui, plusieurs informations arrivent de la région, venant de différentes sources, qu'elles soient arabes, israéliennes, iraniennes ou américaines. Et le consensus qui se dégage, c'est qu'on pourrait être à moins de 48 heures de relancer tout ça. Plusieurs choses se sont passées ces derniers jours. Le Pakistan a publié une note. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de résoudre la situation. D'après de nombreuses sources, ils auraient fait la navette entre les États-Unis et l'Iran, transmettant des messages dans les deux sens. En gros, ils disent qu'il y a une ouverture du côté iranien, à condition d'obtenir un allègement des sanctions dès le départ, plutôt qu'à un stade plus avancé. Ce week-end, on a vu circuler deux récits complètement opposés. Les États-Unis ont dit « Voici notre réponse à l'Iran, voici ce que nous sommes prêts à faire », et c'était en gros des conditions de reddition. L'Iran a répliqué en disant « Ah, et au fait, voici nos conditions, nous sommes prêts à négocier ». Mais leurs exigences étaient hors de toute mesure. Les deux positions n'étaient même pas comparables. En réalité, l'Iran disait à peu près la même chose aux États-Unis. Si vous vous rendez et que vous faites tout ce qu'on demande, alors tout ira bien et on sera prêt à rouvrir les discussions. Autant dire qu'il n'y avait pas beaucoup de marge de manœuvre. Et maintenant, aujourd'hui, il y a un peu d'activité diplomatique, quelques déclarations qui circulent. Les gens veulent bien discuter, dire ceci ou cela, mais tout ça reste un peu en surface, sur les bords, sans véritable avancée majeure. Et puis, il y a eu d'autres informations ce matin pour nous, cet après-midi pour le Moyen-Orient, indiquant que des avions chargés de munitions américaines continuent d'arriver dans la région. Tout montre que du côté des États-Unis, l'idée principale, c'est qu'on se prépare à reprendre le conflit. Quand on regarde ce que les États-Unis ont déclaré et la position dans laquelle le président Trump s'est lui-même enfermé, il n'y a pas beaucoup d'options possibles. Il reste en réalité deux scénarios vraiment plausibles, et même les seuls viables. Soit on se retire, soit on bombarde. C'est vraiment l'un ou l'autre, pas plus. Et malheureusement, avec la rhétorique du président Trump et tout ce qu'il continue de dire, comme ce message sur Truth Social hier, ça devient de plus en plus difficile, voire impossible, de faire marche arrière. Parce que comment peut-on tenir toutes ces affirmations, dire tout ça sur ce qu'ils doivent faire, poser des conditions qui reviennent en fait à exiger une reddition, et ensuite se retirer sans que rien de tout ça n'ait changé ou été fait. Je veux dire, on peut dire ce qu'on veut, mais ce sera évident pour tout le monde, je parle des partisans du président, que vous n'avez pas gagné. Peu importe les mots qu'on emploie, ça ne passera pas. Même Trump a ses limites sur ce qu'il peut dire. Et bien sûr, comme on vous le dit toujours, tout revient à ce qui est vrai sur le terrain. Les gens vont finir par reconnaître ce qui est vrai sur le terrain. Et là, je parle des partisans du président Trump. On va en parler un peu ici. En fait, allons droit au but. Ce week-end, ça vous donne une idée des difficultés supplémentaires dans lesquelles Trump s'est lui-même enfermé avec les gens qui le soutiennent. On va commencer par l'un de nos préférés, ou plutôt l'un des pires,
Lindsey Graham qui parle ici. Ce qu'il montre, c'est un très bon indicateur du niveau de chaos et de désorganisation qu'on a sur le plan stratégique. On ne sait même plus ce qu'on veut accomplir. Alors, voici le contexte de cette question. Lindsey Graham a été interrogé à propos de sa récente participation au sommet en Chine avec Xi Jinping. Et on lui a demandé, en gros, comment tout cela va-t-il s'articuler aussi avec la guerre en Iran? Parce que tout est lié, évidemment. Et en l'écoutant, faites bien attention. Il va commencer plusieurs raisonnements différents, puis passer à autre chose sans jamais finir le premier. Résultat, à la fin, vous allez l'entendre parler de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Iran. Tout ça dans un seul petit extrait. Et dites-moi si vous trouvez le moindre lien entre les quatre. En ce qui concerne la Russie, on est très proche de voir le Congrès adopter des sanctions qui permettront au président d'imposer des droits de douane et des sanctions à la flotte fantôme. Et tout pays qui achète du pétrole russe à bas prix pour soutenir Poutine, sans aider l'Ukraine, pourra être taxé. Le président Trump avait d'ailleurs imposé un tarif de 25% à l'Inde pour ses achats de pétrole russe. Il va arriver un moment où la Chine devra rendre des comptes pour ce qu'elle fait. Sans les achats chinois de pétrole iranien, l'économie de l'Iran s'effondrerait. Alors, où en est-on avec l'Iran? J'ai l'impression qu'on a atteint un mur dans les négociations. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement quand vous dites qu'un jour, la Chine devra être tenue pour responsable? Responsable de quoi, au juste? De faire ce que vous faites vous-même régulièrement contre la Russie, à travers l'Ukraine, mais 50 fois plus fort que tout ce qu'on reproche à la Chine d'avoir fait pour aider l'Iran. C'est ça dont vous parlez. C'est ça être tenu responsable. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment vous comptez les tenir responsables? Vous venez de dire que 90% du pétrole que l'Iran vend part en Chine. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez bloquer physiquement ces ventes, de façon permanente, jusqu'à ce qu'il y ait une punition. On dirait qu'il agit comme si, en gros, la Chine était un enfant illégitime. Et là, vous êtes comme un parent qui leur dit quoi faire. Et si jamais ils ne font pas ce qu'il faut, on va les punir. On va sortir la règle et leur taper sur les doigts. La Chine, aujourd'hui, c'est une superpuissance mondiale, à la fois économique et militaire. Vous n'allez rien pouvoir faire. Et ça, c'est devenu évident lors de la visite du président Trump là-bas. Il a été traité presque comme un enfant capricieux. On lui a fait plaisir, on lui a offert tout le décorum. Des petits-enfants agitant des drapeaux, le tapis rouge, un beau dîner, quelques mots aimables. Et au final, rien du tout. Vous voyez, Trump n'est pas venu imposer quoi que ce soit. Il n'a posé aucune exigence à la Chine. Il n'a obtenu aucune concession de la Chine. Donc rien que ça, c'est complètement absurde. Ensuite, il parle de sanctions contre la Russie. Vous vous souvenez qu'en mars, le 13 mars précisément, les États-Unis allégeaient les sanctions sur le pétrole russe? Et selon Scott, le but était de ramener de la stabilité sur les marchés mondiaux de l'énergie. Et maintenant, à peine 2 mois plus tard, on veut réimposer de nouvelles sanctions, ce qui va tout déséquilibrer, alors même que la situation en Iran s'aggrave, avec le détroit d'Ormuz et l'approvisionnement mondial en pétrole. Ça montre simplement qu'on n'a aucune idée de ce qu'on veut faire, à aucun niveau stratégique. C'est complètement dispersé. C'est juste, bon, voyons ce qu'on peut improviser aujourd'hui. Je sais pas, lançons ça et on verra bien ce que ça donne. Franchement, aucune réflexion du genre. D'accord, si on essaye ça, quelle sera la réaction attendue? Et ensuite, quelle serait notre contre-réaction? Et comment tout ça s'enchaînerait? Rien de tout ça n'existe. Je trouve ça profondément choquant. Peut-être que ça ne devrait plus me surprendre,
Mais ça me surprend encore. J'ai toujours du mal à comprendre à quel point il y a un manque de rigueur stratégique et intellectuelle, un vrai manque de capacité chez ceux qu'on appelle les élites de notre pays. Et pourtant, ce sont ces types-là qui ont l'oreille du président Trump. Lindsey Graham, bien sûr, c'est l'un des principaux. On parle de lui tout le temps. Jack Keane en est un autre. Vous allez l'entendre dans un instant. Mais on n'en a pas encore fini avec Lindsey. Parce que ce qu'il dit ensuite, c'est dit avec beaucoup d'arrogance, comme si c'était nous qui décidions de tout en Iran. Et d'ailleurs, comme il l'a mentionné à la fin de ce passage, il pense que les négociations sont terminées. Eh bien oui. Si tout ce que vous faites, c'est leur dire qu'ils vont devoir se rendre, il n'y a pas vraiment de négociation en cours. Pardon, je vous ai coupé. Il a continué. Le président en a assez de voir les règles changer sans arrêt. On conclut un accord et le lendemain, il se réveille. Et pour reprendre les mots du président, c'est comme si la discussion n'avait jamais eu lieu. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Je pense qu'on a atteint un mur en matière de négociation. J'encouragerais le président à envisager de réduire encore davantage les capacités militaires de l'Iran. Ils ont déjà été considérablement affaiblis, mais il reste des cibles qui pourraient les affaiblir encore plus sur le plan militaire. Et je maintiendrai aussi l'embargo pour continuer à fragiliser leur économie. Je ferai savoir aux Iraniens que s'ils continuent à terroriser la région, l'île de Kark, qui est leur principale source de revenus, pourrait être visée. À mon avis, ce serait la prochaine étape la plus intelligente. On ne peut pas vouloir un accord plus que ceux qui sont en face de nous. Tu ne peux pas. Mais lui ne parle pas d'un accord. Il parle d'une reddition. Il dit « Voici nos conditions, vous obéissez ou vous serez détruits ». Mes amis, ça, c'est pas une négociation. Ce n'est pas un accord. Quand le président Trump, quand Lindsey Graham, quand Jack Keane et d'autres disent qu'ils veulent un accord, ils mentent. Ils mentent. Ils ne veulent pas d'accord. Un accord, ça veut dire que deux parties se rencontrent, qu'elles discutent et qu'à la fin, chacune repart avec quelque chose qu'elle peut accepter, ou idéalement, une situation gagnant-gagnant. Ce n'est pas ce dont il est question ici. Ce n'est même pas sur la table. Il n'y a que, tu le vois dans le reste de son discours et de ses recommandations. Moi, je pense qu'on devrait leur dire qu'on va détruire leur capacité à tirer des revenus du pétrole et qu'on doit encore affaiblir leur capacité militaire. Et vous voyez encore une fois, comme je l'ai dit dans l'extrait précédent, qu'on agit un peu dans tous les sens, soi-disant de façon stratégique. Personne ne réfléchit vraiment à ce qui va se passer ensuite. Si je prends telle mesure, quelle sera la réaction en face? C'est exactement le problème principal dont je parle, l'exemple même. On dit « affaiblissons un peu leur infrastructure énergétique » ou leur capacité militaire, que ce soit l'île de Karg ou d'autres cibles militaires. Mais vous pensez qu'il va se passer quoi du côté de l'Iran si on fait ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait la première fois? Dans un instant, vous allez entendre un Iranien et il répondra à cette question lui-même. Je n'ai pas besoin de le faire à sa place. Mais on peut facilement imaginer qu'ils ne vont pas rester les bras croisés. Donc quand on parle de ça, quand lui en parle, c'est bien là tout le problème. On voit bien dans son état d'esprit, tu peux même revenir en arrière et le revoir, qu'il parle comme s'il n'y aurait pas de réaction, comme si tout se passait dans le vide. Comme si notre action ici, c'était juste, je prends la situation actuelle telle qu'elle est. Je réduis leur capacité militaire ici, tout en gardant toutes les nôtres là, et ça va les pousser à changer d'avis, à se rendre et à nous donner ce qu'on exige. Mais le monde ne fonctionne pas comme ça. Ça n'a jamais marché comme ça. Ce n'était pas le cas en 2025. Et ce n'est pas comme ça que ça s'est passé pendant les 40 premiers jours de celle-ci. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Il y aura une réponse forte.
Et quoi que vous pensiez de la situation actuelle, si vous commencez à frapper, et vous le ferez, si vous attaquez, vous allez l'affaiblir, sans aucun doute. Et on peut infliger de graves dégâts à leurs infrastructures énergétiques, ce qui aurait des conséquences durables pour l'Iran. C'est un fait. Mais c'est tout aussi vrai que l'autre camp subirait lui aussi de lourds dommages en retour. L'Iran a été très clair, à la fois dans ses déclarations et dans ses actes, et il s'est positionné fermement sur ce terrain. Il ne faut surtout pas l'ignorer. Pourtant, c'est ce qu'on fait. Et encore une fois, rappelons-le, cet homme-là est constamment dans l'oreille du président Trump. Eh bien, il y en a un autre aussi qui est tout le temps dans l'oreille du président Trump. Et si Lindsey Graham, au moins, exprime l'idée qu'il faut chercher un règlement négocié, Jack Keane, lui, ne le fait pas. Je pense que le président Trump a fait preuve d'une énorme patience stratégique dans cette affaire. Il avait reçu des signes montrant que ces gens étaient prêts à négocier et il leur a laissé plus de 5 semaines pour proposer quelque chose. Mais clairement, ce qu'ils faisaient, leur objectif, c'était, à mon avis, de gagner du temps, pas de conclure un accord. Et là, le président a perdu patience. Je ne pense pas qu'il y ait un accord possible ici. Et le problème que j'ai toujours eu avec ce genre d'accord, même si l'accord était parfait, c'est que dans tous les cas, on doit leur donner de l'argent pour qu'ils respectent ce qu'ils veulent dans cet accord. Ils veulent qu'on leur rende leurs avoirs gelés, 100 milliards de dollars. Ils veulent la levée des sanctions. Si on faisait ça, qu'est-ce qu'on ferait vraiment? Le régime ne ferait pas que survivre. On finirait par financer sa reconstruction. Jack Keane en parle depuis avant le début de la guerre. Vous vous souvenez peut-être, il disait non, pas d'accord, pas de négociation, parce qu'on ne peut pas avoir un accord parfait, même un accord qui les laisserait au pouvoir. Selon lui, ils ne peuvent pas exister. Il ne peut pas y avoir d'accord négocié, parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas exister. Vous savez, c'est un peu comme l'image classique. Vous avez le diable sur une épaule, l'ange sur l'autre, et la personne au milieu essaie de décider à qui elle doit prêter l'oreille. Eh bien là, c'est encore pire. C'est avec le président Trump. Vous avez Lindsey Graham sur une épaule et Jack Keane sur l'autre. Et bien sûr, Mark Levin, Keith Kellogg et tous ces autres types autour de lui, comme dans une petite aura. Je suis sûr qu'il y en a d'autres. The Atlantic a d'ailleurs rapporté qu'il y avait d'autres personnes dans la pièce. Mais ce sont surtout ceux-là qui sont tout le temps dans son oreille. Et quand on voit ce message qu'il a posté sur Truth Social, avec cette idée que le temps presse et qu'il faut agir, ça laisse entendre qu'il les écoute vraiment. Pas en Inde, pas en Iran, pas à Moscou, dans aucun de ces endroits. Chaque action entraîne une réaction, toujours, et celle-ci n'y échappera pas. Ce week-end, le professeur Marandi était invité par notre ami de Dialogue Works, et il a expliqué ce qu'il pense être la réaction de l'uranium si on relance le processus cette fois-ci. D'après ce que je comprends, si cette fois l'escalade monte très vite, l'Iran ripostera très durement. Mais le Yémen aussi, et l'Irak aussi. L'Irak, jusqu'à présent, n'a pas montré... Enfin, la résistance en Irak est restée très contenue. Et la résistance au Yémen est restée plus ou moins silencieuse jusqu'ici, parce que ce camp ne voulait pas transformer tout ça en une guerre régionale de destruction totale. L'Iran a permis à l'Arabie Saoudite, et lui permet encore, d'exporter par la mer Rouge. Mais il ne le permet pas aux Émirats. Et ça fait beaucoup plus de mal aux Émirats, parce que ce régime est totalement sinistre. Mais l'Iran veut quand même leur laisser une porte de sortie. En revanche, si la guerre repart, la mer Rouge, c'est fini. Le pétrole, terminé. Et toutes les exportations de cette zone, pareil, fini.
On parle là de 3 millions et demi, voire 4 millions de barils par jour, plus tout ce qui part de la mer Rouge. Tout ça sera fini. Et ce serait catastrophique. Alors je sais déjà que le pétrole est à plus de $100 le baril en ce moment. En réalité, il devrait être bien plus haut si les fondamentaux jouaient vraiment leur rôle. Une grande partie de la raison pour laquelle il reste dans cette fourchette, c'est à cause du recours aux réserves stratégiques et à d'autres stocks. Mais ces réserves sont en train de s'épuiser en quelques semaines, voire en quelques jours pour certaines. Pourtant, on continue à en libérer pour masquer à quel point la situation est grave en ce moment. Et si on ajoute quelque chose comme ça par-dessus, peu importe ce que pense Jack Keane, ou Keith Kellogg, ou Lindsey Graham, ou encore Mark Levine, lui, tout le week-end, il était partout sur X, à supplier pour la guerre, à supplier le président Trump de revenir et de terminer le travail, comme il le dit de toutes les manières possibles. Ils republient tout. C'est tout ce que ces types veulent faire. Et ils pensent tous que c'est un jeu à somme nulle. Mais ce n'est même pas ça. Ce n'est pas une situation à somme nulle. C'est juste notre façon de faire. Et ils pensent qu'il n'y aura pas de réaction. Mais si les Iraniens, si ce n'est pas du bluff, si l'Iran fait vraiment ce qu'il a dit, s'ils mettent la mer Rouge dans le coup, ferment le Bab el-Mandeb et créent des problèmes à ce niveau-là, alors l'Arabie saoudite ne pourra plus faire sortir son pétrole par son oléoduc. Les Émirats non plus. Personne ne pourra le faire. Et tout ça, en plus de garder le détroit d'Ormuz complètement verrouillé. Comme tu l'as dit, ça fait encore 3 à 4 millions de barils en plus. On perd déjà environ 12 millions de barils par jour, y compris aujourd'hui. Et chaque jour de plus vide encore plus vite toutes les réserves stratégiques. Alors, si on ajoute encore 3 ou 4 de plus à tout ça, et bien sûr, ça c'est juste à court terme, le blocage. Mais cette fois, ce sera une contrainte physique. Et ça nous emmènerait bien jusqu'en 2027, ou même au-delà, une fois la guerre terminée. Il faudrait des années avant de pouvoir tout remettre en service. Des années pour retrouver le niveau de flux qu'on avait le 27 février. C'est dire à quel point la situation est grave. Ça garantit pratiquement une dépression mondiale et la destruction de tout ce qui nous est cher dans la vie. Cette accusation, cette absurdité, cette pure invention, selon laquelle, ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires. Et même Trump a dit plusieurs fois vers la fin de la semaine dernière qu'il ne s'inquiétait même pas de l'impact financier sur les Américains parce qu'il devait les protéger. Il devait faire ce qu'il fallait. Les Iraniens ne peuvent pas avoir l'arme nucléaire. L'Iran n'a pas eu d'arme nucléaire. Ils n'en ont jamais eu. Donc, en réalité, vous nous avez sauvés d'un personnage imaginaire. Il n'y avait rien dont vous nous ayez sauvés. En fait, tout ce que vous avez fait, c'est nous coûter énormément à cause d'un mythe, d'une illusion. Et regardez encore une fois, Joe Cantor l'a dit, mais c'est évident pour quiconque veut bien le voir. Toute cette opération est insensée. Tout ça, c'est parce que Benjamin Netanyahou le voulait pour son projet du Grand Israël. Et c'est nous qui finançons, c'est nous qui fournissons les fonds. Et maintenant, ce n'est plus seulement les États-Unis qui déversent des milliards de dollars, mon ami. C'est votre argent. Ça sort de votre poche. Vous payez individuellement, personnellement, pour cette folie qui n'a jamais eu le moindre sens. C'est le moment, les amis. Oui, c'est le moment. Même les grands soutiens du président Trump, maintenant qu'on sait que tout ça, c'est un mensonge, vous êtes les premières cibles de sa tromperie. Il manipule tous les Américains, tous ceux qui veulent bien l'écouter, avec cette histoire, cette parodie de justice, en prétendant qu'il a pris une décision courageuse, qu'il l'a fait pour vous. Mais non, ce n'était pas pour vous. Ça ne l'a jamais été. Et oui, je suis content que vous montriez tout ça ici. Ce sont des images de la semaine, et vous en parlez. Gary, tu peux faire défiler un peu?
Il y en a des tonnes où il se met en scène sur toutes sortes de photos, en s'imaginant en héros courageux, en exagérant tout, comme s'il avait un pouvoir sans limite. Et avec les commentaires qu'il fait en plus, tout ça devient complètement absurde. C'est un peu comme un gamin au lycée qui a mis la main sur un compte de réseau social et qui poste n'importe quoi. C'est complètement déconnecté de la réalité. Ça ne marche pas comme ça. Parce que pour chaque image qui peut exister en vrai et qu'on montre là-bas, il y en a une autre de l'autre côté qui revient ici. Et eux, ils ont déjà prouvé leur capacité, ils l'ont démontré. On ne peut surtout pas se retrouver dans une situation où on prouverait à nouveau, de manière définitive, qu'on n'a pas la capacité militaire d'ouvrir de force le détroit d'Ormuz, ni de contraindre l'Iran à se soumettre. Cette capacité, elle n'existe tout simplement pas. Et tout ça, tout le monde le sait. Ces choses-là sont connues, elles sont publiques. Et tout le monde du côté iranien est parfaitement conscient de la puissance et de la force des États-Unis. Il ne la sous-estime pas. Ils comprennent très bien que si tout ça repart, ils vont en subir les conséquences, et de façon très lourde. Ils en sont parfaitement conscients. Évidemment, c'est quelque chose qui s'est déjà manifesté sur leur propre sol. Ils savent que c'est réel. Si Trump revient à cette approche, ils savent que ce n'est pas une petite affaire. Mais regardez, ce matin encore, il y a seulement quelques heures, le président Pezeshkian en Iran a déclaré « Nous ne baisserons jamais la tête devant aucune puissance, quelles que soient les circonstances. Nous dialoguerons avec dignité dans le respect de la vérité. » Pour lui, mentir est le pire des péchés. Il a aussi parlé du rôle des relations publiques, de l'importance d'expliquer la conservation de l'énergie, et ainsi de suite. Tout cela a été traduit du persan. Ce message s'adressait avant tout à son propre peuple. Ce n'était pas à la base un discours tourné vers le public américain. Mais évidemment, comme vous pouvez le voir dans cette traduction, c'est bien ainsi qu'il est perçu. Mais là, il parle de l'importance de l'unité. Il dit, écoutez, quelque chose de grave arrive. De leur point de vue, ils ont quelque chose de positif à défendre. Ils ont leur propre pouvoir. Mais il dit aussi que même si vous faites cela, nous ne céderons jamais. Donc, la scène est posée maintenant. Si les experts qui observent la région ont raison et qu'il y a bien cette fenêtre de 48 heures qui s'écoule, il faut espérer, prier même, que quelqu'un ayant un peu d'influence puisse atteindre le président et lui dire « Je vous en supplie, ne faites pas ça. Pas de bombardement. Faites demi-tour. » C'est toujours la meilleure voie pour les États-Unis. Si vous vous souciez du peuple américain, si vous tenez vraiment à l'économie mondiale, oubliez les élections de mi-mandat. C'est même plus un sujet. Ça devrait être le dernier de vos soucis. Là, on parle de la survie nationale de notre économie bien avant le mois de novembre. Et tout dépend de ce qu'on décide. Relancer cette guerre ou non. Si on s'en retire, on limite les dégâts à ce qui a déjà été fait. On ne peut pas revenir en arrière. Et les conséquences, les répercussions, vont durer sans doute des décennies. On ne reviendra jamais à la situation du 27 février. Nous regretterons longtemps l'époque où nous pouvions encore vivre dans le monde d'avant. Mais on ne pourra pas y retourner. Ce qu'il faut donc faire, c'est éviter d'ajouter du regret à tout ça, en faisant quelque chose de profondément stupide et d'irréversiblement nuisible pour notre pays. C'est la vérité. On va continuer à suivre tout ça de près. Évidemment, je ne suis pas dans mon studio. Je serai absent pendant environ une semaine. Mais il se passe tellement de choses, et c'est tellement important, que je ne veux pas laisser ces sujets sans en parler ici. Et s'il se passe quoi que ce soit, même si je suis en vacances en famille, on s'arrêtera et on vous le fera vivre en direct, au moment même où ça arrivera. Merci beaucoup à tous. On se retrouve dans le prochain épisode du Daniel Davis Deep Dive.
N'oubliez pas d'en parler à vos amis, surtout ceux qui adorent écouter des podcasts. Dites-leur d'ajouter Daniel Davis Deep Dive à leur liste. Ils doivent savoir ce que vous savez. Ils peuvent le trouver là où ils écoutent déjà leur podcast. Il suffit juste de leur dire. You just got to tell them.